Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette série de vidéos, je présente quelques idées clés sur la gestion des coopératives sur lesquelles je travaille depuis 30 ans maintenant. Dans cette 6e vidéo, j'aborde spécifiquement le modèle d'équilibre coopératif et l'alignement horizontal. Le mode d'organisation coopératif est unique. Cette unicité présente cependant des difficultés importantes lorsque nous voulons l'aborder sous l'angle de la gestion. Au-delà de la reconnaissance des principes et valeurs à la base de cette spécificité, comment développer des pratiques de gestion et un modèle d'affaires coopératif qui soit cohérent et permettent la réalisation d'un potentiel porteur de différence pour les membres et leur communauté. C'est pour relever ce défi que j'ai développé un modèle de gestion coopérative que j'ai simplement nommé l'équilibre coopératif. Cette approche de gestion vise à intégrer l'essentiel des traits caractéristiques du mode d'organisation coopératif. Brièvement, quels sont-ils? D'abord, les 4 traits distincts: le contrôle démocratique, le lien d'usage, la réserve collective et le partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative. Ces règles constituent le socle au cœur de la logique d'action coopérative et démarquent fondamentalement celle-ci de l'entreprise privée. Deuxièmement, la dualité association-entreprise. Cette dualité coopérative est une composante clé de la définition de ce qu'est une coopérative. Une association de personnes, propriétaires d'une entreprise. Par la suite, j'aborde les enjeux clés sur l'alignement des valeurs et la finalité coopérative, le modèle d'affaires coopératif et le tableau de bord prospectif. Finalement, le volet environnement, autant l'environnement concurrentiel que le réseau coopératif, sont insérés dans ce modèle. Tous ces éléments constituent les fondements de la distinction coopérative intégrée dans une approche de gestion. Dans cette première vidéo sur l'équilibre coopératif, j'aborde d'abord les enjeux de l'alignement horizontal liant cette association de membres à leur entreprise. L'alignement valeurs et finalités, le modèle d'affaires coopératif et le tableau de bord prospectif et l'environnement externe seront présentés dans la prochaine vidéo. Mais pour mieux apprécier l'importance et la nécessité d'une approche de gestion distincte, revoyons les fondements à l'origine de la création d'une coopérative. À la base, nous retrouvons un groupe de membres face à un problème commun, partagé, qui sont à la recherche d'une solution à ce problème, d'où la création d'une entreprise, qui se voudra orienter et contrôler par eux-mêmes sur la base de règles d'égalité et de démocratie. D'où l'importance d'une cohésion entre les membres, entre l'association et l'entreprise, et entre l'entreprise et les marchés, ce que nous appelons le fit stratégique, c'est-à-dire l'alignement des compétences clés sur les facteurs clés de succès dans une industrie donnée. Ces 3 niveaux de cohésion, composantes clés de la logique d'action coopérative, illustrent ce que j'appelle l'alignement horizontal. Quelques constats à retenir par contre. Centré sur l'interaction des membres avec leur environnement et le désir d'y exercer un certain degré de contrôle, les considérations économiques au cœur de l'action coopérative traduisent une logique d'action différente, comparée à l'entreprise privée axée sur la maximisation du rendement à l'actionnaire. Les membres recherchent leur avantage comme usagers et non pas comme investisseurs. C'est ce qui fait que l'importance accordée à la propriété légale soit subordonnée à l'usage. Cette primauté du lien d'usage est accentuée par la règle du partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative. L'action concertée qui en découle suppose et implique une prise de conscience de leur solidarité, une appréciation de leurs besoins communs. Les membres doivent donc nouer entre eux des rapports plus étroits, soutenus et exigeants que les actionnaires de l'entreprise privée. Finalement, cette action concertée fait appel à une participation véritable, à l'entraide, à l'esprit d'initiative, à l'engagement, etc. Sur la base de ces fondements et de la logique d'action qui en découle, nous pouvons mieux apprécier l'importance d'un tel alignement horizontal, levier clé pour une approche de gestion coopérative distincte. Dans un tel contexte organisationnel, l'activation et le maintien de la dualité association-entreprise et des niveaux de cohésion sur lesquels elle repose requiert un ensemble de pratiques associatives essentielles pour que les membres prennent conscience de leur solidarité, établissent des rapports plus étroits entre eux, participent véritablement et s'engagent dans l'action collective.
Les pratiques associatives peuvent être subdivisées en 4 types: d'information, de formation et d'éducation, de consultation et de décision. Au-delà de celles-ci, aborder la dualité et la cohésion sous l'angle de la célébration, c'est-à-dire souligner les succès de la coopérative, s'avère d'un intérêt certain. Pour les membres de la coopérative, célébrer veut aussi dire reconnaître et apprécier l'action coopérative et son impact sur leur mieux-être et celui de leur communauté. Plusieurs raisons fondamentales pour concevoir et mettre en place ces pratiques sont à considérer. Celles-ci permettent de construire et de maintenir le sens unique de la relation entre le membre et sa coopérative. Sans une telle compréhension, le propriétaire usager, le membre, risque de se transformer graduellement en client et ne plus savoir distinguer la relation avec sa coopérative de celle qu'il entretient avec toute entreprise privée. De telles pratiques associatives s'avèrent également essentielles pour développer et maintenir la cohésion entre les membres, entre ceux-ci et l'entreprise, et entre l'entreprise et son environnement externe. Par ailleurs, en référence aux changements structurels qui produisent un impact sur la dynamique associative, tel que je l'ai détaillé dans ma première vidéo, il faut reconnaître le défi de maintenir ces pratiques dans l'environnement actuel des coopératives, notamment lorsque confronté à une association de membres de grande taille. À cet égard, Birchall et Simons avancent l'idée que, dans les grandes coopératives, la participation de masse n'est pas nécessaire. Ces dernières ont besoin d'un petit groupe prêt à s'intéresser aux affaires de la coopérative, également à se porter candidat aux élections et à représenter les membres en général. Ces membres peuvent être convaincus d'acquérir les connaissances et les habiletés requises pour siéger au conseil d'administration et assurer une bonne gouvernance. Par ailleurs, elles ont aussi besoin d'un plus grand groupe de membres qui connaissent l'organisation, qui développent une loyauté et une fierté, qui comprennent et apprécient ses valeurs distinctives et qui peuvent voter intelligemment pour élire leurs représentants. Ces membres peuvent devenir le groupe de référence, qui croient en la finalité de l'organisation et qui vont participer aux assemblées et voter. Finalement, elles se doivent de rester en contact avec ceux qui croient en l'éthos de l'organisation, qui ne veulent pas participer au processus démocratique, mais veulent demeurer informés et exprimer leur opinion occasionnellement. Pour chacun de ces groupes, il faudra adapter des pratiques associatives, ainsi répondre à leurs besoins et attentes. Le point de départ, interroger les membres sur les motifs pouvant les inciter à participer. Par la suite, développer un contenu qui soit réellement utile, conversationnel et véritablement intéressant. Par ailleurs, ce concept d'alignement horizontal recèle également une importance encore plus stratégique lorsque repensé sous l'angle du nouveau paradigme coopératif et des stratégies émergentes décrites dans les vidéos précédentes. Comme je l'ai démontré dans ces vidéos, ces stratégies s'appuient sur un engagement et une participation du client, particulièrement les stratégies axées sur la propriété psychologique et la co-création de valeur. Quoique non développées initialement en contexte coopératif, ces stratégies s'avèrent être un levier pour repenser l'importance stratégique de la dualité association-entreprise, pierre angulaire de cet équilibre coopératif, ainsi que la pertinence des pratiques associatives requises pour assurer le développement et le maintien d'une cohésion entre les membres, entre l'association et l'entreprise, et entre l'entreprise et son marché. Également, revisiter la participation et l'engagement des membres en tant que pilier d'une gestion coopérative. Revoyons brièvement ces deux stratégies et le concept d'alignement horizontal au cœur d'un équilibre coopératif. D'abord, le sentiment de propriété psychologique. Lié à un instinct véritable et reconnu comme une extension de soi, il traduit un désir de possession, d'intendance, un besoin de contrôle. En résulte un sentiment d'autonomie et d'empowerment. D'un tel sentiment émerge une valeur ajoutée autant pour le membre que pour la coopérative. Comme je le démontre dans ma troisième vidéo, la propriété psychologique et les fondements du mode d'organisation coopératif sont fortement convergents. Au moment où je découvrais le concept de propriété psychologique, j'ai réalisé que le véritable sens de la propriété coopérative,
s'inspirait principalement de la propriété psychologique, à la fois individuelle et collective. Vu dans une perspective de gestion, ce que le modèle d'équilibre coopératif apporte, ce concept de propriété psychologique peut servir de levier pour développer, maintenir et renforcer l'alignement horizontal. Alors qu'un tel sentiment de propriété psychologique, individuel et collectif, repose sur 3 sources de motivation, à savoir la volonté d'interagir efficacement avec son environnement, de s'identifier à une cible, l'organisation coopérative ici, et de bénéficier d'un espace à la fois plus privilégié et plus sécuritaire, un tel sentiment facilite et accentue la cohésion entre les membres, particulièrement lorsqu'un sentiment de propriété psychologique collectif existe. Le développement du sentiment de collectif nécessite un sentiment partagé entre 2 ou plusieurs personnes, ainsi que des croyances et connaissances communes. Ces conditions sont satisfaites lorsque les itinéraires pour développer ce sentiment sont activés, à savoir l'exercice du contrôle sur l'organisation via la règle de démocratie, la connaissance intime de l'objet, l'organisation coopérative ici, via l'éducation coopérative et les pratiques associatives d'information, d'éducation, de consultation des membres. L'investissement de soi par la participation au capital social, au pouvoir via les assemblées et l'élection de représentants au conseil d'administration, aux résultats via le lien d'usage et le partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué précédemment, le véritable sens de la propriété coopérative s'harmonise parfaitement avec le sentiment de propriété psychologique. En résulte une finalité de l'organisation coopérative axée sur la primauté du lien d'usage, le membre joignant la coopérative pour rechercher ses avantages à titre d'usager, non pas comme investisseur. La finalité coopérative ainsi comprise crée les conditions permettant aux membres, via leur association, d'orienter et contrôler l'entreprise coopérative. La cohésion association-entreprise qui en résulte est d'autant facilitée que les règles coopératives, le contrôle démocratique, le lien d'usage, la réserve collective et le partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative créent les conditions assurant des droits et responsabilités collectifs requis pour l'émergence de ce sentiment de propriété psychologique collectif. En ce qui a trait à la cohésion entreprise et marché, le fit stratégique, la plus-value, autant pour le membre que pour la coopérative, associée au sentiment de propriété psychologique, renforce ce 3e niveau de cohésion. Qui plus est, comme je l'ai démontré dans ma 3e vidéo, les coopératives détiennent un avantage concurrentiel en regard d'une telle stratégie. Ainsi donc, lorsque revu sous l'angle de la propriété psychologique, individuelle et collective, l'alignement horizontal s'avère stratégique. En résulte un plus grand engagement et davantage de participation de la part des membres. Maintenant, que retenir de la stratégie de co-création de valeur? Le concept de co-création de valeur et d'engagement client s'impose de plus en plus parce que les systèmes d'information et de communication sont disponibles à l'échelle internationale, à des coûts de transaction pratiquement nuls. Ces systèmes conduisent à un accroissement important des interactions entre les clients et les entreprises. Le résultat de ces transformations est une nouvelle perception que le client a de lui-même, alors qu'il n'est plus passif, mais peut devenir un coproducteur. L'infusion de nouvelles technologies dans la relation client-entreprise redéfinit les rôles que les clients jouent dans l'innovation et la création de valeur. L'influence du consommateur sur la création de valeur n'a jamais été aussi grande, et elle peut s'étendre à toutes les facettes de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux composants du modèle d'affaires, alors que les marchés se transforment en forums. Les rôles du client et de l'entreprise sont donc de plus en plus flous. Les utilisateurs peuvent ainsi participer à la création de contenu, au développement de produits, se soutenir mutuellement dans l'utilisation du produit, promouvoir les produits, services et ou marques auprès d'autres clients. La co-création de valeur requiert que les entreprises évoluent d'un système fermé vers un environnement de collaboration dédié à la création de valeur réciproque pour le réseau de partenaires et la communauté des consommateurs. Il existe donc un intérêt grandissant quant à la possibilité de faire participer les clients dans la coproduction ou la co-création afin d'améliorer les performances commerciales
et la proposition de valeur. L'implantation de cette stratégie s'appuie sur la démocratisation du processus de création de valeur, ainsi que sur un haut degré d'interactivité et de connectivité entre l'entreprise et ses clients. S'ajoute l'importance d'un attachement de ceux-ci envers l'entreprise. Cette stratégie requiert également un rééquilibrage des connaissances et habilités entre l'entreprise et ses clients. L'implantation de la stratégie de co-création requiert un degré de préparation et la capacité à entretenir un dialogue avec les clients sur des thèmes d'intérêt commun. Elle requiert également la gestion d'un groupe dynamique de ces mêmes clients pour une implantation réussie. Contrairement à l'entreprise privée qui doit regrouper ses clients impliqués dans cet exercice de co-création, une telle structure existe déjà pour la coopérative. Cette dernière étant une association de personnes propriétaires d'une entreprise. Qui plus est, les règles pour en faciliter la gouvernance sont explicites au cœur de sa nature et sa structure distincte. Rappelons brièvement que la création de la coopérative est elle-même un acte de co-création, les membres se reconnaissant un problème commun, partagé, alors que la création de l'entreprise se veut la solution. Ainsi donc, les conditions clés au cœur de la stratégie de co-création, lorsqu'activées, facilitent et renforcent la cohésion entre les membres, ainsi qu'une cohésion entre l'association de membres et l'entreprise. Finalement, la cohésion entreprise-marché, le fit stratégique, est accentuée dans le contexte de la stratégie de co-création lorsque les membres de la coopérative s'inscrivent comme co-créateurs et coproducteurs et ont ainsi un impact sur le processus de création via la chaîne de valeur et le modèle d'affaires coopératif. Dans une perspective de gestion, tout comme la stratégie axée sur la propriété psychologique, cette stratégie de co-création de valeur s'avère un levier pour développer, maintenir et renforcer l'alignement horizontal, pilier de cet équilibre coopératif. Donc, autant la stratégie axée sur la propriété psychologique que celle axée sur la co-création de valeur s'appuie et renforce les trois niveaux de cohésion sur lesquels est construit l'alignement horizontal. Un tel alignement doit donc être perçu et géré comme un levier stratégique. En résulte un plus grand engagement et davantage de participation des membres. Finalement, dans ma prochaine vidéo, je complète ma présentation du modèle d'équilibre coopératif, mettant l'emphase sur l'alignement vertical, c'est-à-dire l'alignement valeur et finalité, le modèle d'affaires coopératif et les indicateurs de performance dans le cadre du Balance Scorecard. Sera abordé également l'environnement externe de la coopérative, autant l'environnement coopératif que l'environnement concurrentiel. Merci de votre écoute.